toujours en direct des caves du Roussillon avec Christophe Tchécaille. On s'était vu d'ailleurs, Christophe, la dernière fois, ici même, il y a même une photo de nous sur la partie où fumant le cigare. Alors qu'est-ce qu'on faisait la dernière fois, c'est bien de me rappeler? La dernière fois, on parlait déjà de statut culturel du vin, il me semble. On était en mode militant avec mon partenaire sur ce projet, Alain Potier. Donc c'est une idée qu'on a de parler du vin autrement. Et on avait cette ambition de dire que le vin, c'est bien plus qu'un produit, c'est un bien culturel. Et ça n'a pas eu lieu, là. C'est important de le raconter pourquoi. Oui, ça n'a pas eu lieu. On a pas mal communiqué auprès de la filière. On a fait des conférences, des stand-up. On a sensibilisé, mais en face, ça a manqué un petit peu de répondance, si j'ose le dire comme ça. On cassait un peu les codes de communication classique du vin. Pas que les codes, les couilles apparemment. Ouais, j'ai l'impression. Des gens installés. Des gens installés, et du coup ça n'a pas pris, faute de moyens. On était deux humbles militants, et voilà. Mais l'idée maintenant est... Du coup, tu t'es vengé avec les échecs et le champagne. Un petit peu, oui. Moi, je suis revenu à mes premières amours. Voilà. Aujourd'hui, je travaille à nouveau dans le domaine des échecs après 20 ans dans la carrière viticole, dans la filière viticole. Je faisais de l'aide à la décision, et puis je suis venu ici dans le sud pour prendre la direction du syndicat Banyuls-Collioure, et c'est comme ça que j'ai rencontré mes partenaires de jeu qui sont aujourd'hui réunis avec moi dans ce livre. Alors dans le Champagne, tu fais quoi? Dans le Champagne, j'étais animateur syndical et ensuite responsable animation syndicale. Donc je faisais du pilotage de l'appellation, c'est de l'aide à la décision, du lobbying, de la défense de l'appellation au service des vignerons. Ici, exactement. On a mieux compris là-bas ce que tu faisais ici. Il y a un sens du collectif un peu plus historique. Ici, les hommes font, ou en tout cas certains hommes font que quelquefois les intérêts perso prennent le dessus. C'est du collectif un par un, comme on dit. On peut dire ça, ouais. Ah bon. Et donc, les échecs, c'est le jeu d'échecs pour le coup. Oui, le jeu d'échecs. Quoi? Au hasard, j'y joue plutôt à un plutôt bon niveau. Voilà, je suis dans le top 200 français, mais au-delà de l'aspect compétitif, moi ce qui m'intéresse, ça résonne un peu avec ce qu'on a fait sur le vin, c'est que les échecs c'est aussi un support de dialogue. La stratégie est surtout créer du lien. Et aujourd'hui je travaille sur un projet pour les échecs au service d'un public TSA, donc c'est les porteurs de troubles du spectre autistique. On va les faire gagner en savoir-être, savoir-faire grâce au jeu d'échecs. C'est bizarre chez les Polonais, il y a ce goût pour les échecs. Je veux dire, il y avait un conseiller de Carter qui a écrit Le Grand Échiquier aussi, qui est un livre de stratégie que je recommande et qui nous ferait comprendre peut-être ce qui se passe maintenant. Mais... C'est vrai que la Pologne fait partie des terres d'échecs, historiquement. Ouais. Tenaillé. Des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Des fois ils ont une partie de. Ils ont même une partie de l'Ukraine qui leur appartient, mais même une partie de la Russie qui le trouve. C'est. Ah bon, bref. Les jeux. L'histoire d'un territoire. Voilà. Et on va revenir au livre. Ouais. Donc tu es dans la continuité, la stratégie de communication pour, dans la cacophonie qui est devenue la mondialisation et la communication numérique, revenir au livre, aux fondamentaux, pour dire que le vin, ça n'est pas que du liquide de frein, de tank, ça n'est pas que de l'alcool et de l'éthanol, c'est autre chose, c'est une civilisation qu'il faut reconnaître. Ouais. Oui, parce que le projet initialement, voilà, ce qui me fait rencontrer mes partenaires aujourd'hui dans le livre, c'est un projet Reconquesta, un projet collectif qui est issu d'un terroir délimité, Banyuls-Collioure. Et puis on a eu envie de parler du vin différemment, de faire une vraie promotion et pas juste des banderoles, des pubs, etc. un peu jolies. Revenir aux fondamentaux, comme tu le dis bien, sur c'est quoi notre rapport intime qu'on peut avoir avec le vin. Et c'est vrai que quand on pose cette question-là à chacun d'entre nous, on a tous une réponse différente. Alors j'ai parlé de Noé dans l'article de Ryan, pour dire qu'il faut beaucoup d'eau pour arriver jusqu'au vin, et pas en vin. On a peut-être oublié, c'est malheureux, l'épisode des noces de Cana, puisque c'est le premier miracle de Jésus. Il transforme l'eau en vin. Et le problème, c'est qu'on est décivilisé. Et donc, mécaniquement, on ne voit plus du vin. On le dit bien à un moment, de façon visuelle, avec un boulot extraordinaire qu'a fait notre graphiste. Nous, on a partagé l'idée avec lui, il l'a transformé en image de façon assez fabuleuse sur ce qu'on appelle, nous, la frise un peu historique du vin, ce rapport anthropologique, où Alain le disait tout à l'heure, entre le chasseur-cueilleur, qui est finalement le premier découvreur du raisin fermenté, donc la première approche... parce qu'il vendait beaucoup de disques. Mais chasseur-cueilleur avant, et puis jusqu'à le rapport aujourd'hui plus moderne qu'on peut avoir
voir avec le vin. Donc il y a cette presque consubstantialité entre l'homme et le vin qu'on a voulu mettre en avant à travers le livre. Finalement, il ne faudrait pas distribuer ce livre dans les lycées. On pourrait. Ce livre a vocation à être distribué partout, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne donne pas d'ivresse. Non, non, il pose des questions, il amène à s'interroger, c'est presque un outil d'auto-psychanalyse en quelque sorte. Et je vous dis, cette question-là, elle est magique. Alain le disait tout à l'heure, on a posé cette question à 150 personnes, on a eu presque 150 réponses différentes. Donc, Et puis même pour les musulmans, ce n'est pas totalement haram. Oui. C'est l'excès de vin qui est haram. Oui, oui, exactement. Donc, Voilà. quelles que soient les religions, quels que soient les milieux socio-professionnels, quel que soit notre niveau d'études, quel que soit, on a ce rapport intime, chacun, individuel, et à découvrir en fait aussi à travers le livre pour savoir voilà, comment s'y retrouver, est-ce que ça rentre en résonance avec mes impressions à moi quand je déguste un vin. Et le vin, c'est un repère, et justement, la folie, puisqu'on va parler de Dionysos, Dionysos est refusé dans la ville de Thèbes et ça déclenche la folie. Donc métaphoriquement, c'est-à-dire quand on n'accepte pas une part de Saturnin en soi, on est condamné à être ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire basculer dans la folie absolue. Ouais. Ben, on a un spécialiste de ça qui dit les choses très bien dans ce que le vin transforme en vous. Voilà, exactement. Et c'est passionnant, un contributeur de ce livre qui nous révèle ce que le vin est capable de changer chez les gens. Qu'est-ce qu'on a à dire? Où on le trouve, à part dans les bonnes boulangeries? Édition Trabucaire, ici, et puis nous contacter, l'association Reconquesta en France. Oui, on peut le commander. Ouais, ouais. Et puis j'ai envie de faire un parallèle peut-être pour finir et partager avec toi la devise des échecs pour boucler la boucle entre vin et échec, parce que tout ça crée du lien, les échecs créent du lien, le vin crée du lien. Un échec c'est une réussite, mais ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. Peut-être qu'on a une devise à inventer pour le monde du vin aussi, parce que les échecs, on dit Gens una sumus, c'est-à-dire nous sommes une seule famille. Et je trouve que dans le vin crée ça aussi, crée du lien, et on appartient à la famille humaine en quelque sorte. C'est pas le filmeur de vinoscopie de Jean Lhéritier qui n'est pas là pour raison médicale, ouais, qui te dira le contraire. Bon, Christophe, ravi de croiser ça avec Jean Lhéritier alors, ce sentiment. Mille merci. Merci à toi.